Je m'appelle Véronique Ancet, je fais partie du comité d'organisation et j'ai le plaisir d'introduire la conférence de Sophie Bessis qui vient nous parler des nouveaux enjeux de la question alimentaire en faisant un retour sur un ouvrage publié en 83, je crois, L'arme alimentaire. Sophie Bessis est chercheur associée à l'IRIS désormais, mais tu as aussi été rédactrice en chef de la revue Jeune Afrique, il me semble. Et depuis, tu as travaillé sur la question alimentaire pendant une vingtaine d'années. Et au-delà, en prenant les perspectives dans le temps long, sur les rapports Nord-Sud, avec des ouvrages qui sont marqués par un regard un peu historique et politique, et toujours très ancré sur les réalités régionales. On peut parler de l'Occident et les autres, on peut parler aussi d'ouvrages sur la condition féminine au Maghreb, et pas mal d'autres que vous pourrez retrouver sur Internet et que je ne vais pas tous citer ici. Donc Sophie, je te laisse la parole pour une conférence d'une heure à peu près. On aura le temps d'un débat jusqu'à la fin de la matinée. Et bon, bonne conférence. Merci. Merci Véronique et merci à l'ASRDLF de m'avoir invité à faire cette conférence que je vais essayer de faire la moins longue possible, peut-être pour laisser de la place au débat et ne pas vous infliger un discours trop magistral. Dans ce propos, malgré titre, l'intitulé de ce colloque, je ne vais pas parler de la Méditerranée. Ou, en tout cas, mon propos ne sera pas axé sur la Méditerranée. Je pense que si j'avais dû vous en parler de ma position d'historienne et de politiste que je suis devenue au fil des années, je vous aurais parlé de la guerre. Le mot de guerre n'a pas été prononcé tout à l'heure. En ce qui caractérise la Méditerranée aujourd'hui, ou du moins son flanc sud, c'est la guerre. Et l'on connaît les incidences de l'état de guerre et de ses modalités sur la question alimentaire. Quand on est en guerre, on ne produit pas. Et on ne fait pas d'agriculture quand il y a des mines antipersonnelles dans les champs. Voilà, je crois que c'est quelque chose de très prégnant aujourd'hui. Mais je vais vous parler peut-être d'une autre forme de conflit, parce que je pense qu'il y a du conflit dans la question alimentaire, et ce n'est pas par hasard si en 1979, j'avais intitulé mon premier bouquin « L'arme alimentaire », effectivement. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe une arme alimentaire comme on pouvait en parler il y a un tiers de siècle. En fait, quand je publiais ce bouquin en 1979, la question était d'actualité au-delà, bon, l'événement d'alors, évidemment, qui faisait l'actualité de cette question, c'était l'embargo alimentaire, l'embargo céréalier contre l'Union soviétique des États-Unis en réaction à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1978, si mes souvenirs sont bons. Donc, embargo céréalier, et donc là, c'était d'ailleurs les Américains, les chercheurs américains qui avaient utilisé l'expression de food weapon, d'armes alimentaires. Mais au-delà du caractère purement factuel de l'époque, je me penchais dans cet ouvrage sur l'ensemble des facteurs producteurs des inégalités alimentaires mondiales et le constat que je faisais de l'ampleur de ces inégalités, des responsabilités des politiques occidentales et des couches dirigeantes locales, c'est-à-dire des pays du Sud, dans l'aggravation des problèmes alimentaires. Je me posais la question des possibilités d'y mettre fin et je n'étais pas absolument optimiste. C'était intéressant d'ailleurs l'expérience à laquelle m'ont convié les organisateurs de ce colloque de relire un bouquin que j'ai écrit mais que je n'avais pas lu à peu près depuis 25 ans et voir ce qui restait d'actualité et ce qui était obsolète. Ce qui reste d'actualité, et je vais développer là-dessus, c'est que j'estimais déjà à l'époque que seul un changement notable des paradigmes du développement pourrait mettre fin à la détresse alimentaire d'une partie non négligeable de la population mondiale. Alors, est-ce qu'une telle exigence reste pertinente? Est-ce que les choses ont fondamentalement changé depuis les années 70, 1970? Comment se présente la question alimentaire mondiale? Évidemment, si je devais réécrire aujourd'hui l'arme alimentaire, ce ne serait pas le même livre.
il y a plus de 30 ans qui sont passés. Mais en le relisant, j'ai été étonné par deux choses. D'abord, dans bien des domaines, ce sont des problèmes analogues qui se posent, et dans bien des domaines, ce sont les mêmes fausses solutions qui sont avancées pour résoudre ces problèmes analogues. Alors, les choses ont évolué sur bien des points, mais les fondamentaux peut-être n'ont pas changé. Et à partir de cette relecture, je développerai mon propos sur deux points. D'abord, qu'est-ce qui a changé dans l'approche des questions alimentaires mondiales et des rapports de force internationaux depuis un tiers de siècle? Et quelles sont les permanences, deuxième point évidemment, que l'on peut déceler dans cette question et les nouveaux problèmes qui sont venus se greffer sur les anciens problèmes. Et en conclusion, évidemment, on pourrait se poser la question à laquelle je ne répondrai pas, mais peut-être y aurais-je répondu en creux, s'il y a une arme alimentaire ou des armes alimentaires en 2015 et quelles sont les formes qu'elles prennent. Alors, premier point, c'est évidemment 1980-2015, nous ne sommes pas dans le même contexte. Et il y a 4 points principaux qui montrent que nous ne sommes pas dans le même contexte. D'abord, et c'est important, et je commencerai par là, premier point, l'époque, bien sûr, et le vocabulaire. Parce que toute époque a son vocabulaire. Et ce vocabulaire correspond à des réalités, aux représentations qu'on a de ces réalités, aux projets politiques dont aspire à être porteur un vocabulaire, et le monde d'aujourd'hui ne correspond plus qu'en partie au vocabulaire d'hier. Je vais prendre quelques exemples. Dans le terme de tiers-monde que j'employais beaucoup en 1979, ce terme de tiers-monde a disparu de notre vocabulaire actuel car il ne renvoie plus à aucune réalité. Bien sûr, il existe dans la réalité, comme dans les représentations d'ailleurs, un nord et un sud du monde, incontestablement. Mais ce sud auquel renvoyait jadis le tiers-monde est devenu totalement hétérogène. Totalement hétérogène. En fait, si on veut bien voir les choses, il a toujours été hétérogène, le Sud, mais son hétérogénéité était masquée par des aspirations communes d'une partie de la planète, et d'une partie de la planète qui s'était définie comme telle, surtout à partir de la conférence de Bandung de 1955. Aujourd'hui, eh bien, ce tiers-monde, comme on pouvait le nommer jadis, n'existe plus. De même, toutes les expressions forgées autour des problématiques du développement, pays sous-développés, pays en voie de développement, ces expressions ont disparu du vocabulaire officiel également, pour au moins 3 raisons, à mon avis. Première raison, un nouveau vocabulaire a remplacé des termes qui révèlent l'échec des politiques de développement depuis un demi-siècle. Bon, donc sous-développé, en voie de développement, tout ça, c'est terminé. Maintenant, sous-développé se traduit dans les vocabulaires officiels par pays à revenus faibles, par exemple. Bon, ce qui ne veut pas dire la même chose. Alors, ce glissement sémantique que l'on observe depuis une trentaine d'années n'a absolument pas affaibli les relations de dépendance, mais les a masquées d'une certaine façon, on le verra. Deuxième raison de ce changement de vocabulaire en matière de développement, même si il était déjà l'objet de questions et de contestations à la fin des années 1970, le concept même de développement a été radicalement remis en cause à partir des années 1980 et 1990. Une partie de la pensée économique s'accroche encore au terme de développement, ainsi que la galaxie extrêmement importante des métiers qui ont prospéré autour de la question du développement, des métiers qui vivent de la question du développement. Mais ce terme est quand même de plus en plus problématique. Et enfin, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle ce terme n'a qu'un sens tout à fait relatif, le développement, à supposer qu'il veuille dire quelque chose, encore une fois, n'est plus une ambition, n'est plus un objectif. Par quoi a-t-il été remplacé? La lutte contre la pauvreté, la lutte pour la bonne gouvernance ont remplacé la lutte pour le développement. De même que la notion d'émergence pour les États du Sud pleinement intégrés à la mondialisation ont remplacé la question du développement. Et il est évident que ces nouveaux termes
disent le changement de priorité des États, des bailleurs de fonds, des institutions. Le développement n'est plus une priorité contemporaine. Alors évidemment, mais là c'est facile, dans l'arme alimentaire, j'emploie encore parfois le terme de pays socialiste. Alors évidemment, ce mot a totalement disparu du vocabulaire. Là encore, il est aujourd'hui totalement dépourvu de sens, et cette disparition, évidemment, montre aussi l'ampleur des changements qui ont eu lieu. Et ce qui montre qu'un livre, en fait, une réalité, sont souvent datés par leur vocabulaire. Mais je vais finir cette question du vocabulaire par la question des femmes. Il ne s'agit pas ici d'une question de vocabulaire, mais d'une question d'époque. Elles sont totalement absentes de mon livre en 1979. Et à la fin des années 1970, l'économie et l'économie politique étaient encore sexuellement neutres. Or, il ne s'agit pas seulement d'une lacune, il s'agit d'un déni, surtout en matière d'agriculture. Il s'agit d'un déni pour plusieurs raisons. D'abord, partout, la précarité alimentaire touche davantage les femmes que les hommes. Le privilège de masculinité qui affecte de très nombreuses sociétés est, on le sait très bien, facteur d'une distribution inégale des disponibilités alimentaires au sein de la famille. Ça, c'est quelque chose de très important. Distribution inégale entre filles et garçons au sein de la famille. Par ailleurs, on sait, selon les statistiques, qu'environ 70% des personnes en situation de pauvreté dans le monde sont des femmes. Et l'on sait pourtant que, selon les régions, les femmes assurent 50 à 80% de la production vivrière dans des conditions qui leur interdisent très souvent d'intensifier leur production. Des lois et des pratiques foncières totalement discriminatoires, et là je parle devant des spécialistes, peut-être plus spécialistes que moi sur ces questions, formation et vulgarisation agricole le plus souvent réservées aux hommes, alors que les femmes sont les productrices de vivriers, et donc les femmes ont été les oubliées du développement agricole, ce qui a obéré, me semble-t-il, ce développement lui-même. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de la question de l'agriculture et de la précarité alimentaire sans parler des femmes. Deuxième point, donc, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? La question démographique. Et la question démographique est une question importante. Elle n'est pas totalement absente de mon travail de 1979, mais elle n'y est traitée que sous un angle qui est celui de l'adéquation, production, besoin d'une population en croissance. Et je me livrais à l'époque à une critique assez vive des Malthusiens qui attribuaient le risque de pénurie alimentaire à une croissance démographique trop rapide. Étrangement d'ailleurs, alors que j'étais assez influencé par ces analyses, je n'évoquais pas sur ce chapitre les mises en garde de René Dumont, qui au fond, à 30 ans d'intervalle, a été à bien des égards un visionnaire sur la question démographique. Alors, je n'étais pas du tout la seule. À gauche, on répugnait à prendre en charge la question démographique à l'époque, comme d'ailleurs on répugne encore aujourd'hui, peut-être à l'époque, même aujourd'hui à la prendre en charge. Le malthusianisme était de droite, donc il ne fallait pas être malthusien. Bon. Alors, je n'étais pas nataliste dans l'arme alimentaire, et je ne l'ai jamais été, mais je sous-estimais sans nul doute l'ampleur du défi démographique à venir. Il a pris depuis 35 ans une dimension telle qu'il est aujourd'hui impossible de ne pas en tenir compte. Pour autant, en 2015, et c'est là que la question démographique est assez compliquée, les Malthusiens stricto sensu continuent d'avoir tort. C'est-à-dire que la Terre peut potentiellement nourrir tous ses habitants. Et la question alimentaire relève, vous le savez, autant de la distribution et des politiques économiques que de la simple question de la production. Mais la question démographique convoque d'autres paramètres qui pèsent beaucoup plus que naguère. Je crois que le terme a été employé tout à l'heure dans la séance introductive, l'artificialisation des terres les plus fertiles, bien entendu, la périurbanisation, qui est le sujet de ce colloque, cette périurbanisation qui plonge de plus en plus d'habitants pauvres dans la précarité, et surtout un épuisement du modèle dit productiviste qui risque de ne plus répondre aux besoins d'une population mondiale qui atteindra
à peu près les 11 milliards en 2100. Malgré d'importantes réserves foncières, l'Afrique subsaharienne sera particulièrement touchée puisqu'elle est la région du monde où la transition démographique démarre à peine et n'a pas réellement encore démarré en Afrique occidentale et centrale. Donc, et en plus, la question démographique est très liée, vous le savez, à celle de l'environnement, qui était assez peu traitée dans les années 70, qui était totalement sous-estimée, et qui fait désormais partie des défis les plus importants liés à l'alimentation. Donc, troisième point, effectivement, la question environnementale. Elle n'est pas totalement absente des préoccupations à la fin des années 1970, mais moi je l'abordais essentiellement sous l'angle des monocultures et de l'appauvrissement des terres surexploitées par les méthodes productivistes. En 35 ans, elle a pris, vous le savez aussi bien que moi, une toute autre dimension, et on peut considérer aujourd'hui que la dégradation des écosystèmes constitue une telle menace qu'elle est peut-être en passe de devenir une arme alimentaire d'un nouveau genre. Et qu'on peut peut-être, on peut trouver là quelque chose qui ressemble à l'arme alimentaire. Alors, je ne vais pas faire évidemment ici, ce serait beaucoup trop long, la liste des dangers qui pèsent sur la production alimentaire du fait, entre autres, des atteintes à la biodiversité, de l'extension toujours plus importante des monocultures, de l'utilisation massive d'intrants chimiques dont la nocivité à beaucoup d'égards est aujourd'hui démontrée, et évidemment la question climatique qui pèse sur l'avenir agricole de bien des pays, comme l'ont montré ces dernières années, sécheresses et inondations dans plusieurs régions de la planète. Donc, il est évident qu'au cours des prochaines années, l'hypothèque environnementale sera une des données majeures de l'insécurité alimentaire à venir. Et au niveau des questions, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, dernier point, l'évolution des rapports de force internationaux. Et là, on assiste à des changements notables, mais si on creuse, ces changements sont peut-être moins importants qu'on pourrait le penser en termes macroéconomiques. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le tiers-monde n'existe plus. Certes. Je crois que j'ai plus d'heures. Je vais mettre quand même un téléphone. Il n'y a pas de... Je vais juste, si vous le permettez, pour ne pas être trop long, parce que je crois que ma montre ne marche plus. Voilà. Donc, je vous disais l'évolution des rapports de force internationaux. Le tiers-monde, je vous le disais, n'existe plus. Et pourquoi ce tiers-monde n'existe plus? En partie, c'est parce qu'on a vu émerger dans ce qu'on appelait le Sud, au singulier à l'époque, des puissances économiques, vous le savez très bien, y compris des puissances alimentaires. D'abord, vous avez un certain nombre de pays qui, dans les années 1970, étaient structurellement déficitaires et structurellement importateurs de denrées alimentaires et qui sont devenus de gros exportateurs de denrées alimentaires. Le meilleur exemple en est le Vietnam, qui est aujourd'hui le premier exportateur mondial de riz et qui était, dans les années 1970, du fait d'ailleurs de sa sortie de la guerre, bien évidemment, un pays structurellement importateur. Mais un pays comme l'Indonésie est devenu aujourd'hui structurellement importateur, et j'insiste sur un pays comme l'Inde, qui est structurellement exportateur. Parce que, pourquoi j'insiste sur un pays comme l'Inde? Parce que le cas indien illustre la déconnexion qui existe entre production et précarité alimentaire. Et c'est peut-être le pays qui l'illustre le mieux, puisque, selon l'Organisation mondiale du commerce, l'Inde fait partie des 15 premiers exportateurs mondiaux de denrées alimentaires. 18 milliards de dollars en valeur en 2011 d'exportation alimentaire. Mais la FAO, pour sa part, y compte 250 millions de personnes en situation de malnutrition, soit le quart de la population mondiale mal nourrie. Voilà donc une parfaite illustration de cette déconnexion entre production et faim. Quant à un pays comme le Brésil, il a rejoint ce club relativement restreint des très grands exportateurs alimentaires mondiaux et aspire à devenir le premier exportateur alimentaire mondial.
là aussi au prix d'une distorsion entre besoins locaux non solvables et exportation qui est extrêmement importante. Quant à des pays comme la Chine est devenue le deuxième producteur mondial de blé aujourd'hui dans le monde. Pour autant, est-ce que ces évolutions, extrêmement importantes bien sûr, ont fondamentalement changé la carte de la puissance alimentaire mondiale? Au fond, cette redistribution de la puissance alimentaire mondiale s'est faite au sein de ce que l'on appelait le Sud. Mais les pays que l'on appelle toujours pays du Nord ont gardé leur position hégémonique en matière exportatrice. C'est-à-dire que les plus grands exportateurs mondiaux restent l'Amérique du Nord, les pays, un certain nombre de pays de l'Union européenne et, disons de façon plus marginale, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Enfin, bien que l'Australie ait été frappée par des sécheresses récurrentes depuis quelques années. Donc, vous avez au sein du Sud des États qui sont devenus des puissances de premier plan, puisque la Chine est aujourd'hui la seconde ou la première puissance économique mondiale, et à l'inverse, d'autres régions du Sud qui se sont appauvries et qui ont été exclues des processus d'enrichissement engendrés par la phase actuelle du capitalisme. Donc globalement, et malgré les crises qu'il a pu connaître, ce qu'on appelle le Nord, et vous excuserez ces simplifications, mais le temps qui m'est imparti impose un petit peu ces simplifications que l'on pourrait discuter de façon bien sûr très importante. Donc ce qu'on appelle le Nord a continué à s'enrichir et l'écart Nord-Sud s'est creusé depuis un quart de siècle. Quelques chiffres rapidement. On sait que la consommation mondiale a été multipliée par 6 de 1950 à 2000. 86% de cette consommation est le fait de 20% de la population mondiale. Comment se distribuent géographiquement ces 20% de la population mondiale? 85% de ces 20% vivent au nord et 15% représentent les classes dominantes du sud, à peu près. Voilà. Donc, ces 20% ont un revenu 60 fois supérieur à celui du milliard de personnes les plus pauvres dans le monde, alors que le différentiel, en 1960, était de 1 à 30. Voilà. Donc, vous avez un creusement des inégalités. Tout cela montre deux choses, à mon avis. D'un côté, la question alimentaire ne peut plus être abordée tout à fait dans les mêmes termes que dans les années 1970 et 1980. De l'autre, je dirais au risque d'être un peu excessive, que peu de choses ont réellement changé. Les logiques économiques et technologiques à l'œuvre, qui ont montré au mieux leur inefficience, au pire leur capacité de nuisance, continuent de gouverner les politiques de développement qui sont menées jusqu'à aujourd'hui, dans les pays exportateurs du Nord et dans les pays importateurs du Sud et dans les relations internationales. À ces permanences s'ajoutent de nouvelles menaces qu'on ne voyait pas encore se manifester il y a 30-35 ans et qui aujourd'hui sont devenues évidentes. Et je passe à la deuxième partie de mon propos, qui est donc, après le « qu'est-ce qui a changé ?», les permanences. Les permanences dans le changement, évidemment. La permanence ne veut pas dire identité totale, mais, disons, permanence d'un certain nombre de fondamentaux. Alors, d'abord, très brièvement, parlons quand même de la situation actuelle. Alors, vous allez voir, mes chiffres sont parfois un peu différents les uns des autres, parce que les sources et les méthodes de calcul ne sont pas toujours les mêmes selon les organismes internationaux qui donnent ces chiffres. Mais en très gros, vous allez voir que les ordres de grandeur sont les mêmes. On va dire que en 2014, donc chiffre de 2013 à peu près, 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Chiffre qui me paraît, et qui paraît à beaucoup de chercheurs relativement sous-estimé, mais prenons-le comme ordre de grandeur. C'est-à-dire à peu près un humain sur 7, dont environ 20 millions de personnes dans les pays les plus riches du monde et le reste dans les pays dits du Sud. Mais il n'est pas intéressant de savoir quand même que sur les mal nourris, il y en a 20 millions dans les pays les plus riches du monde. Alors, ces données globales
continue de cacher des disparités importantes entre les régions. Globalement, je vous le disais, à peu près le milliard d'habitants des pays dits du Nord, puisque c'est pourquoi je dis dits du Nord, parce que vous savez qu'il s'agit plus d'un Nord géopolitique que d'un Nord géographique, évidemment. Ce milliard consomme environ les 2/3 de la nourriture mondiale. Vous savez que nous sommes à peu près 7,5 milliards sur la planète aujourd'hui. Donc 1 milliard consomme à peu près les 2/3 de la nourriture mondiale, et vous avez donc une surconsommation générale de denrées alimentaires, plus particulièrement de protéines animales. Ça, vous allez peut-être en parler, bien sûr. En 2012, la proportion de personnes sous-alimentées dans les pays qu'on n'appelle plus en développement, qu'on appelle toujours en développement, dont le vocabulaire, je vous le disais tout à l'heure, est mouvant, est d'environ 15% de la population totale. La majorité se trouve toujours en Asie, avec plus de 500 millions de personnes mal nourries. Je vous disais tout à l'heure que, ne serait-ce qu'en Inde, ce chiffre atteint 250 millions. Et en Afrique, et quand on dit en Afrique, c'est essentiellement en Afrique subsaharienne, le chiffre atteint environ 240 millions. Mais pourtant, c'est en Afrique subsaharienne que la situation est la plus préoccupante quand on regarde en termes de pourcentage, puisque le nombre d'Africains qui souffrent de la faim serait passé de 175 millions en 1990 à 240 millions en 2010, soit à peu près un quart de la population, alors qu'il n'atteint à la même date que, si je puis dire, 12% de la population de l'Asie du Sud. Donc vous voyez qu'en termes de pourcentage, l'Afrique subsaharienne est davantage affectée que l'Asie, qui est davantage affectée en chiffre absolu, ce qui est normal vu les différentiels de population. Pourtant, et là, ça fait partie de la situation actuelle, le rythme de la production alimentaire mondiale annuelle n'a pas cessé d'être supérieur à celui de la croissance démographique, encore aujourd'hui. Pour combien de temps? Toute la question est là. Combien de temps encore la croissance de la production continuera-t-elle à être supérieure à la croissance de la population? Et là, les appréciations divergent notablement. C'est-à-dire que, pour l'instant, on est à peu près à une production mondiale de 2,5 milliards de tonnes d'équivalent céréales, à peu près, pour une consommation mondiale de 2,3, 2,4 milliards de tonnes d'équivalent céréales, soit une quasi-adéquation avec des stocks relativement modestes. Voilà en gros la situation actuelle, mais des stocks qui peuvent augmenter ou diminuer, mais je parlerai dans un petit moment de la variabilité des prix due à ce yo-yo des stocks mondiaux. Voilà. Alors, selon les perspectives 2010-2019 de la FAO et OCDE, l'augmentation de la production agricole mondiale devrait être beaucoup moins rapide au cours des décennies à venir qu'au cours des 10 dernières années. Mais elle continuerait quand même d'être en augmentation et permettrait d'accroître encore la production agricole alimentaire mondiale à l'horizon 2050. Et c'est, disons, dans des pays comme le Brésil que l'augmentation de la population serait la plus importante, et cette augmentation de la production pourrait être extrêmement importante encore en Chine, encore en Inde, en Russie, en Ukraine. En fait, la Russie et l'Ukraine retrouvant, d'une certaine façon, leur rôle qui fut le rôle qui fut le leur pendant des siècles de grenier de l'Europe, bien sûr. On apprenait à l'école, après tout, les terres noires de l'Ukraine, les tchernosiums de l'Ukraine. Gardons-les en mémoire. D'autres projections, en revanche, comme celle du World Watch Institute de Washington, sont beaucoup plus pessimistes, beaucoup moins sereines, et tiennent compte d'une série de contraintes qui pèsent sur l'agriculture pour prédire une diminution de la production alimentaire mondiale et de nouvelles catastrophes alimentaires d'ici 2050. Donc vous voyez qu'il y a des appréciations extrêmement divergentes. Bon. Disons que si on essaye de faire une synthèse, je m'y hasarde avec tous les points d'interrogation et tous les bémols qu'il faut mettre à ce type de synthèse, d'appréciation aussi divergente. Disons que la production mondiale semble
aujourd'hui s'essouffler. Non pas se réduire, mais son augmentation semble s'essouffler pour deux types d'explications très différentes. Première explication, pour certains, cet essoufflement de l'augmentation de la production est dû à la stagnation de la demande solvable et la stagnation et la diminution du niveau de vie dans des populations qui ont cessé d'être solvables et donc, évidemment, la demande étant en panne, l'offre s'adapterait à cette panne de la demande. Pour beaucoup d'autres, ce sont en fait cet essoufflement de l'augmentation est surtout dû au fait que les marges d'accroissement de la production dans le cadre de l'agriculture productiviste seraient aujourd'hui pratiquement épuisées. Disons que ce que l'on peut dire, c'est que ce que l'on constate, c'est que la production depuis quelques années est beaucoup plus tributaire que jadis d'accidents météorologiques majeurs dans un certain nombre de régions du monde, y compris d'ailleurs les plus développées comme les États-Unis ou comme l'Australie, j'en parlais tout à l'heure, et que après plusieurs décennies de progrès incontestables, depuis plusieurs années, l'effet d'un certain nombre de facteurs de production sur les rendements connaît un seuil de saturation qui fait que, nous assistons à une stagnation des rendements des grandes productions alimentaires. Alors, est-ce que le déficit céréalier mondial va se creuser? Est-ce qu'il va y avoir déficit céréalier mondial? Selon l'IFPRI, le déficit céréalier mondial à l'horizon à peu près, dans un horizon d'une quinzaine d'années, d'une vingtaine d'années, mais avec une série de points d'interrogation, pourrait atteindre 200 millions de tonnes à l'horizon 2025 à peu près, sans tenir compte de la demande non solvable. En fait, il y a une série d'instituts de recherche qui mettent entre parenthèses la demande non solvable. Or, c'est la demande non solvable, évidemment, qui crée la précarité alimentaire. Donc là, vous avez des bases de discussion très importantes. Ni deux choses qui sont assez peu prises en compte, la demande non solvable et l'évolution des habitudes de consommation, j'y viendrai, c'est-à-dire en particulier dans les classes moyennes et les classes moyennes supérieures des pays du Sud, l'augmentation de la consommation de viande, qui est un paramètre extrêmement important de la précarité alimentaire ou pas. Vous le savez, aujourd'hui, le commerce alimentaire mondial, le commerce mondial de céréales, concerne environ 10% de la production mondiale, à peu près. Les besoins d'importation des pays dits en développement, y compris les émergents, comme on les appelle, sont à l'origine de 60% de cette demande commerciale mondiale qui oscille entre 160 et 200 millions de tonnes d'équivalent céréales par an, contre moins de 100 millions de tonnes en 1995. Donc vous avez eu un doublement de la demande mondiale d'équivalent céréales, qui est due en particulier à la croissance démographique, évidemment, mais aussi au changement des habitudes de consommation. Donc, on peut faire un constat de ces quelques chiffres. La donne alimentaire mondiale n'a pas fondamentalement changé en un tiers de siècle. C'est-à-dire que la Terre est potentiellement capable de nourrir ses habitants, mais à quel prix? Et ne les nourrit pas tous. Donc, les choses, comme je vous le disais, n'ont pas fondamentalement changé, mais est-ce que c'est pour les mêmes causes? Bon. Alors, on va dire, qu'est-ce qui n'a pas changé, grosso modo? Je parlais beaucoup dans mon travail de 1979 de la concurrence culture vivrière, culture commerciale. Je vais y revenir un instant. J'ai insisté beaucoup sur cette concurrence culture vivrière, culture commerciale, comme facteur de la précarité alimentaire dans les pays pauvres à l'époque. À mon sens, les modalités de cette concurrence ont changé, mais la concurrence elle-même n'a pas diminué, cette concurrence. Les Suds sont toujours d'importants exportateurs de produits agricoles et beaucoup d'entre eux sont d'importants importateurs de vivriers. Donc on est, disons en gros, dans le même paradigme.
Pire, je dirais, cette concurrence s'est aggravée avec l'introduction d'un facteur qui n'existait pas dans les années 1970, c'est la question des agrocarburants. La question des agrocarburants, qui sont un facteur déterminant de l'agriculture commerciale aujourd'hui. Vous le savez, surtout depuis 2006, l'engouement pour les agrocarburants a aggravé le risque de crise alimentaire en augmentant le prix d'un certain nombre de denrées alimentaires. Et depuis, disons maintenant, une grosse dizaine d'années, sinon davantage, eh bien, de plus en plus de produits sont soit détournés leur vocation alimentaire pour servir à la fabrication des agrocarburants, soit il y a des phénomènes de remplacement. Je vous donne quelques exemples très rapidement. Les États-Unis transforment le tiers de leur production de maïs en éthanol et le Brésil est le premier exportateur mondial d'éthanol à partir de canne à sucre. Des pays comme l'Indonésie s'y sont mis et dans de nombreux pays, les cultures vivrières sont remplacées ou deviennent des cultures énergétiques. Ce sur quoi je voudrais insister, ce n'est pas tellement les agrocarburants en eux-mêmes, c'est que dans tous les pays de l'OCDE, que ce soit les pays anciennement industrialisés ou les émergents, la croissance de la demande en agrocarburants n'est portée que par les subventions publiques, exclusivement. C'est-à-dire que les subventions publiques aux agrocarburants dans la totalité des pays de l'OCDE a atteint en 2014 à peu près 25 milliards de dollars, ce qui est tout à fait considérable. Donc il n'y aurait pas cet engouement pour les agrocarburants si cet engouement n'était pas tributaire des subventions publiques. Et ça pose évidemment toujours la même question des politiques publiques en matière agricole, bien sûr. Donc les politiques publiques, contrairement à ce que l'on pourrait dire, continuent de jouer un rôle majeur dans les orientations des agricultures, mais toujours en faveur de la grande agriculture industrielle. Et ceci, malgré le fait, et toutes les études le montrent, que les agrocarburants, les cultures d'agrocarburants ont un bilan carbone négatif, que leurs objectifs environnementaux, économiques et de sécurité énergétique ne seront jamais atteints. Mais on continue, on continue. Le meilleur exemple, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est les subventions à la betterave sucrière dans les pays d'Europe du Nord, par exemple. Donc jamais les cultures commerciales ne se sont aussi bien portées. En soi, la chose n'aurait absolument rien de répréhensible, pourquoi pas, bien évidemment, si cela ne se faisait pas, dans un certain nombre de cas, au détriment des vivriers et de la biodiversité. J'en prendrai un seul exemple, qui n'est toujours pas en Méditerranée, mais ce n'est pas très grave, aux dépens des vivriers et de la biodiversité. Si l'on prend l'Asie de l'Est, eh bien, un pays comme le Laos, par exemple, dans un pays comme le Laos, toutes les forêts et les vivriers du nord du pays ont été à peu près rasés par l'EVA pour l'industrie automobile chinoise. Voilà un exemple tout à fait probant donc de cette les agricultures vivrières du nord du Laos, sans parler évidemment des forêts primaires et secondaires, je les oublie, mais les agricultures paysannes des populations tribales de cette région sont en voie d'extinction du fait de la colonisation par l'EVA des terres les plus fertiles de cette région. Ce phénomène a été aggravé par ce que l'on appelle, ou ce que ces détracteurs appellent l'accaparement des terres. C'est un phénomène qui n'existait pas dans les années 1970. Au contraire, dirais-je, après le grand mouvement des indépendances, on a assisté à un phénomène de récupération des terres coloniales dans les pays anciennement colonisés. Phénomène de récupération des terres coloniales au profit de l'État, le plus souvent, et pas au profit des anciens ayants droit, bien sûr. Mais phénomène de récupération des terres coloniales dans les pays qui avaient connu une colonisation de peuplement et une colonisation de type agricole. Bon, évidemment, l'exemple le plus évident était dans le monde méditerranéen, les 3 pays d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, et plus précisément, bien évidemment, l'Algérie. Mais enfin, on peut en trouver d'autres exemples. Et depuis quelques années, on assiste à un mouvement exactement inverse. Depuis le début des années 2000, ce mouvement inverse est l'allocation, très rarement la vente, mais l'allocation à bail long de terres agricoles à des entreprises étrangères
dans de nombreux pays. En Afrique, cela concerne l'Afrique est le continent le plus concerné, puisque les 2 tiers des transactions ont lieu en Afrique, dans des pays comme Madagascar, comme l'Éthiopie, de façon très importante, mais également dans des pays asiatiques comme les Philippines, puisque aux Philippines, vous avez à peu près plus de 5 millions d'hectares de transactions cumulées en 2012. Et en Amérique du Sud également. Ce phénomène s'est accéléré à la fin des années 2000, avec la hausse momentanée des prix des denrées alimentaires en 2008, et les principaux investisseurs dans ce phénomène, c'est qui? Ce sont les grands pays émergents, emmenés par la Chine, très gros investisseurs, les monarchies du Golfe arabo-persique, les monarchies pétrolières, évidemment, qui cherchent à assurer leur sécurité alimentaire, ainsi que de grandes sociétés transnationales. Et plusieurs rapports de ces 3-4 dernières années montrent que l'exportation est l'objectif, évidemment, de la majorité de ces transactions. Et en 2011 ou 2012, j'ai oublié, pardon, le chiffre, les contrats signés recensés concernaient déjà une superficie totale de 27 millions d'hectares, ce qui n'est quand même pas négligeable. Bon. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que toutes les terres louées se situent bien évidemment dans des zones fertiles. On n'a pas encore, les transnationales et les grands pays émergents n'ont pas encore commencé à louer des terres dans le Sahara ou dans le Kalahari. Bon. Donc, se situent dans les zones fertiles, et ce ne sont pas des terres inoccupées. Ne l'oublions pas. Leurs nouveaux occupants les consacrent essentiellement à des cultures dites commerciales, au prix, très souvent, de l'expulsion de populations paysannes. Et l'exemple de l'Éthiopie en est un exemple extrêmement important. Donc, très souvent, ces transactions concernent des pays à régime autoritaire où les expulsions de populations paysannes sont les plus faciles à mener, bien évidemment. Les défenseurs de ces transactions, comme la Banque mondiale, par exemple, défendent ce type de transactions en estimant qu'il s'agit d'investissements réalisés par les acquéreurs et que ces investissements seraient un facteur d'enrichissement dans les pays concernés. Mais les adversaires de ces transactions estiment que ces acquisitions précarisent des populations qui sont déjà vulnérables, accélèrent l'exode rural dans les pays à forte croissance démographique et viennent gonfler les populations périurbaines des grandes métropoles du Sud. Autre non-changement, si je puis dire, je passerai très rapidement, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'on appelle toujours les grands projets, ou les éléphants blancs, appelez-les comme vous voudrez. Malgré les odes récurrentes à l'agriculture paysanne d'un certain nombre d'institutions internationales, ces grands projets ne se sont pas arrêtés. Évidemment, je ne parlerai pas des grands projets du type barrage des Trois Gorges en Chine, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Par exemple, l'Éthiopie se lance dans une série de méga-barrages sur le Nil, d'ailleurs ce qui crée des problèmes géopolitiques majeurs, bien entendu, puisque vous savez que pour un pays comme l'Égypte, bien entendu, tout ce qui a trait au Nil est un problème de politique intérieure. Donc tout ce qui a trait à la politique menée au Soudan, en Éthiopie ou en Ouganda sont des problèmes de politique intérieure pour l'Égypte, ne l'oublions pas, mais je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. En tout cas, disons que, au fond, si l'on, là encore, on faisait un peu de provocation, allez, un tout petit peu seulement, on dirait que cette poursuite des très grands projets montre que, au fond, le rêve de l'économie classique, c'est d'arriver à une agriculture sans paysans, est un rêve qui demeure hégémonique dans l'esprit des élites dirigeantes comme dans celui des bailleurs de fonds, ou de la majorité des bailleurs de fonds. L'idéal, en fond, le paysan est un gêneur. Et donc, une agriculture sans paysans, c'est quand même une agriculture, c'est comme l'autorégulation parfaite des marchés, ça fait partie des mêmes rêves, disons, de l'économiste. Donc, on comprendra que dans ces conditions, on se retrouve comme, il y a un tiers de siècle,
devant une impasse majeure de l'agriculture alimentaire, qui est l'impossibilité de l'accumulation productive de populations paysannes marginalisées par les politiques économiques, par les stratégies agricoles et par les priorités des aides internationales. Et donc là, ça renvoie évidemment à encore un autre paramètre qui est la prégnance du modèle. C'est-à-dire que malgré les échecs connus depuis 35 ans, les modèles n'ont pas changé. C'est-à-dire l'abandon du monde rural, la concurrence sous de nouvelles formes vivrières et commerciales, le gigantisme d'un certain nombre de projets demeurent d'une actualité tout à fait dramatique, si je puis dire. Et donc, je dirais que même cette prégnance du modèle dominant a plutôt augmenté depuis les années 80 avec le changement de nature du capitalisme, puisque vous savez qu'il y a une rupture dans le capitalisme, disons ce qu'on a appelé la révolution conservatrice de 1980, bien entendu, cette rupture du capitalisme qui a fait passer, disons, l'histoire du capital, d'un capitalisme industriel et national, pour aller très vite, hein, malheureusement je n'ai pas le temps bien sûr d'en faire l'histoire, à un capitalisme mondialisé et rentier et financier. Et donc le passage, disons, à ce capitalisme rentier et financier a fait entrer, ce que l'on ne connaissait pas à l'époque, l'agriculture elle-même dans des logiques financières. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque depuis le milieu des années 2000, on a assisté à de très brusques flambées des prix des produits alimentaires sur le marché mondial, puis des baisses tout aussi importantes, puis des envolées tout aussi importantes, c'est-à-dire en fait une volatilité des prix. Alors, les produits agricoles ont toujours connu une variabilité des prix, mais aujourd'hui c'est une variabilité beaucoup plus rapide, une volatilité beaucoup plus rapide, dans le cadre, d'après la FAO et l'OCDE, d'une hausse tendancielle des prix, même si on assiste à des baisses importantes, eh bien, parce que, à part, disons, des phénomènes d'irrégularité des récoltes, etc., on assiste depuis une dizaine d'années à un accroissement extrêmement important des opérations de fonds d'investissement sur les marchés à terme des prix des denrées alimentaires. Et que ces opérations de fonds d'investissement, de plus en plus nombreux, de plus en plus importants, sont une cause très importante de variabilité des prix. Alors, pour aller très vite, parce que je vais faire une liste, je vais aller plus vite peut-être, les logiques de l'aide et du commerce mondial, quant à elles, n'ont pas vraiment changé, c'est-à-dire les soutiens aux exportations des pays les plus exportateurs de la planète, c'est-à-dire, disons, ou des régions, l'Union européenne et les États-Unis, les mesures de soutien aux exportations sont toujours aussi importantes, puisque, selon l'OCDE, en 2010 encore, les mesures cumulées de soutien aux exportations dépassaient les 250 milliards de dollars, à peu près. Que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans l'Union européenne, elles sont extrêmement importantes. Alors les pays émergents comme la Chine, le Brésil, la Corée du Sud soutiennent également leurs producteurs, mais dans des proportions beaucoup moins importantes. Et ces soutiens aux agricultures sont évidemment à rapprocher des niveaux beaucoup plus bas de l'aide publique au développement et de la proportion de cette aide publique au développement qui est destinée à l'agriculture. Puisque la part de l'agriculture dans l'aide publique au développement était environ de 15% avant les années 1980, c'est-à-dire avant les politiques d'ajustement structurel. Pendant les politiques d'ajustement structurel, l'agriculture a été totalement abandonnée, puisque la partie la plus importante de l'aide était justement de l'aide aux mesures d'ajustement, si l'on peut appeler cela une aide. Ensuite, si on prend le post-ajustement, en 2005, la part de l'APD réservée à l'agriculteur était de moins de 4%. Et aujourd'hui, en gros, enfin, en 2012, elle est d'environ 5-6%, la part de l'APD réservée à l'agriculture. Et la plus grande partie de cette aide va à ce que l'on appelait les grands projets. Toujours dans cet ordre d'idées, je parlais il y a quelques décennies du salut par la technique. Et j'observais que quand le monde se trouve
devant un problème politique ou social qui semble insoluble dans le cadre des paradigmes dominants, on lui cherche une solution technique. Et cela a toujours été le cas. Dans les années 1950 et 1960, cette solution technique a été ce que l'on a appelé les révolutions vertes, bien évidemment. Alors, donc, ces révolutions vertes, dont je relate à l'époque les apports, car elles ont apporté quelque chose, hein. Elles ont mis, on peut dire aussi qu'elles ont mis fin aux grandes famines de l'Asie du Sud pendant un temps donné, mais dont je relate les apports réels et les méfaits. Et aujourd'hui, on est devant la même impasse. C'est-à-dire que l'on voit dans la poursuite du progrès technique et dans le recours systématique au génie génétique la seule réponse à l'augmentation de la demande et aux problèmes sociaux et aux problèmes politiques que soulève cette augmentation de la demande. Donc, sans discuter du bien fondé ou du mal fondé des OGM, je ne vais pas entrer dans cette querelle. Mais il est évident que les OGM, en gros, remplacent dans le discours dominant ce qu'étaient les révolutions vertes il y a 40 ans. Alors, sur le plan agricole, je ne vais pas parler de leur efficacité, dans la mesure où les OGM ont des rendements plus ou moins équivalents à ceux des cultures classiques, et où, dans certains pays, l'on revient sur les OGM, y compris d'ailleurs aux États-Unis, pour le maïs et pour le soja. Beaucoup d'agricultures reviennent sur les apports des OGM, et pour revenir aux cultures classiques, ce qui est assez difficile d'ailleurs, de même que dans certains pays africains. Je prends l'exemple du coton BT au Burkina, qui est le coton OGM qui a été testé grandeur nature au Burkina et sur lequel un certain nombre d'agriculteurs reviennent. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans les OGM, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si l'on prend comme critère l'élimination de la faim, il est évident que les OGM ne sont pas une solution, bien entendu, puisque d'abord, ils risquent de porter des coûts supplémentaires à la biodiversité, bien évidemment, et ils ne réduiront pas les déficits vivriers des paysanneries du Sud, pour qui les OGM restent financièrement totalement inaccessibles. Bien évidemment, les OGM sont des cultures chères, des cultures qui coûtent très cher. Et je vous parlais tout à l'heure de l'impossibilité d'une accumulation productive en milieu paysan, bien évidemment. Mais surtout, et je ne filerai pas la métaphore avec le passage de l'artisanat à l'industrie au XIXe siècle, mais en fait, les OGM mettraient l'ensemble des producteurs agricoles sous la dépendance d'une demi-douzaine de firmes semencières mondiales. En gros, c'est-à-dire qu'une demi-douzaine de firmes semencières mondiales tiendraient entre leurs mains l'avenir alimentaire de l'humanité. Bon. Donc je ne parle pas de l'efficacité des OGM, c'est une question, donc, c'est pas celle-là qui est vraiment à l'ordre du jour. Dernier point sur la permanence des paradigmes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le modèle de consommation auquel je faisais allusion tout à l'heure. On sait que plus une population s'enrichit, plus elle adopte le modèle de consommation euro-américain, on va dire, pour aller vite. Et que l'augmentation de la consommation de viande chez les classes moyennes et supérieures des pays dits émergents est l'illustration de ce phénomène. Et là encore, la prégnance de ce modèle menace les équilibres alimentaires mondiaux, car il détermine aussi la nature des exportations agricoles et alimentaires et des importations agricoles et alimentaires des pays dits du Sud. C'est-à-dire qu'on exporte, pour satisfaire le modèle alimentaire du Nord, des choses que l'on ne devrait pas exporter. Et l'exemple le plus absurde, savez-vous que l'Égypte, pays aride par excellence, est un exportateur non négligeable de fraises? On exporte des fraises. Bon, dans les périmètres irrigués de la vallée du Nil en Égypte. De même que, vous savez que le Maroc est un exportateur extrêmement important de fleurs coupées. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, du fait de ces modèles de consommation, des pays arides sont des exportateurs d'eau, car quand on exporte des fraises ou des fleurs coupées, on exporte de l'eau. Et il y a eu des études extrêmement importantes sur les exportations d'eau des pays arides ou semi-arides vers les pays du Nord. Sans parler, évidemment, mais je n'ai pas le temps de m'y étendre, des importations.
Et c'est très intéressant cette question des modèles de consommation, parce qu'une étude de l'INRA estime, par exemple, parmi les nombreuses études, que la planète pourrait nourrir tous ses habitants en 2050 sans mettre en péril l'environnement si les habitudes de consommation changeaient. Alors, je pourrais continuer à faire la liste des politiques démontrant que les problèmes des années 1970 et 1980 ont perduré. Et sur certains plans, se sont même aggravés. Que les stratégies de développement expérimentées à partir des années 1960 ont abouti à l'imposition d'un modèle ayant pour caractéristique d'être inadapté au nuancier infini des réalités du monde agricole mondial, ou des mondes agricoles mondiaux. Et que ce modèle dominant, non seulement n'a pas vraiment produit les résultats qu'il était censé produire, c'est-à-dire le règlement rapide de ce qu'on appelait la question du développement à l'époque et de la question alimentaire, mais que, en plus, les problèmes, en prenant des formes différentes, des modalités différentes, ont pu s'aggraver à certains égards. Or, nous sommes aujourd'hui, vous le savez très bien, en présence d'une conjoncture inédite dans l'histoire de l'humanité. L'explosion des besoins, du fait d'une démographie encore extrêmement importante, a lieu au moment où s'impose le constat du caractère fini de la biosphère, de ses ressources et de ses capacités d'absorption, surtout des déchets que nous produisons. Alors, le problème est de savoir, est-ce que l'on peut remettre en cause un modèle économiquement rentable à court terme? Car le modèle est économiquement rentable à court terme, incontestablement, et idéologiquement intériorisé par la majorité des populations qui en profitent. Bon. Donc, ça, c'est une des questions qui me semble très importante. Donc, depuis une quinzaine d'années, en réalité, la question de l'universalisation du modèle de croissance se pose en termes de concurrence avec la satisfaction des besoins du plus grand nombre. La perpétuation au nord d'un modèle dominant, des privilèges qu'il implique, son extension aux classes dominantes du Sud qui ont exactement le même modèle de consommation, est-il compatible avec la solution de la question alimentaire mondiale? Qu'est-ce qui ferait en 2015 la nouvelle arme alimentaire mondiale? C'est peut-être, alors là avec encore une série de points d'interrogation, avec des modalités différentes, la capacité, me semble-t-il, la capacité qui est donnée à certains acteurs de peser sur la vie de centaines de millions de personnes. À un nombre limité d'acteurs de peser sur la vie de centaines de millions de personnes. Alors, certes, cette capacité n'est pas forcément utilisée, bien sûr, mais elle existe. Et donc, en fait, la concentration de la richesse agricole est peut-être ce qu'on pourrait appeler l'arme alimentaire d'aujourd'hui. Le hiatus entre la réalité et les discours n'a jamais été aussi grand, peut-être, que dans le monde actuel. J'aurais voulu pouvoir infirmer le contenu d'un ouvrage que j'ai écrit il y a une trentaine d'années. Mais si je l'infirme à la marge, bien sûr, puisque les choses ont changé, j'ai essayé de vous montrer, peut-être en étant un peu trop longue, que sur le fond, malheureusement, il y a une permanence des paradigmes que l'on peut déplorer. Je vous remercie.